Bonjour à tous, un petit numéro de Kiné Le Mag en vidéo pour un problème qui est important, la bronchiolite. On va faire un petit point sur la bronchiolite au niveau administratif aujourd'hui et on a comme invité Didier Billet, kinésithérapeute, qui va se présenter et on va essayer de vous faire un point complet sur la situation de l'exercice de la masso-kinésithérapie vis-à-vis de la bronchiolite du nourrisson. Didier. Bonjour, Didier Billet, je suis kiné respiratoire. Je suis enseignant à l'IFMK de Lyon en kiné respiratoire essentiellement du nourrisson et de l'adulte et co-responsable pédagogique du DU de kiné respiratoire et cardiovasculaire à l'université Lyon 1. Didier, on va définir d'abord les choses. La bronchiolite, est-ce que tu peux nous redéfinir un petit peu ce qu'est la bronchiolite? On en entend souvent parler, tout le monde en parle, on déforme un petit peu et le nom et la façon dont ça se présente. Est-ce que tu peux nous faire un point? Définition de la bronchiolite, pour qui? Comment ça se passe? Alors la bronchiolite, c'est une affection virale épidémique saisonnière du nourrisson. Avant, on disait du nourrisson de plus d'un mois et de moins de 2 ans. Mais tout ça évolue un petit peu et on pense que ce serait véritablement une maladie du nourrisson de moins de 12 mois et qu'après 12 mois, ce serait déjà plus de la bronchiolite et que ce serait autre chose. Donc véritablement, une affection respiratoire aiguë, dyspnéisante pour le nourrisson, dès premiers mois de la vie jusqu'à 12 mois. Pour nos confrères qui pratiquent peut-être pas tous la kinésithérapie respiratoire, dyspnéisante? Dyspnéisante, c'est que ces nourrissons sont essoufflés, essoufflés au repos, essoufflés à la tétée, essoufflés à l'effort. Voilà, on a tendance à caractériser la bronchiolite comme dyspnéisante et sifflante. Alors tout ce qui siffle n'est pas bronchiolite, bien entendu, mais le sifflement traduit quand même une obstruction bronchique. Cette obstruction est liée à l'inflammation de la muqueuse respiratoire et puis à la stagnation de mucus dans la lumière bronchique qui favorise aussi, qui est un facteur d'obstruction de ces bronches. Donc des difficultés expiratoires, on dit que c'est plutôt une dyspnée expiratoire avec une expiration qui est rallongée et le plus souvent sifflante. Mais on peut très bien trouver des bronchiolites sans sifflement expiratoire. Donc c'est principalement l'expiration qui est concernée dans le diagnostic clinique en fait? Dans la clinique, effectivement, c'est le bruit expiratoire, c'est le sifflement expiratoire. Alors ensuite, à l'auscultation un petit peu plus fine, on retrouve des crépitants en fin d'inspiration qui signent véritablement l'inflammation de la bronchiole respiratoire. Alors les crépitants, parce que nos collègues, nos confrères, nos consoeurs en école, les crépitants, pour eux, c'est souvent un mauvais souvenir des cours de respi. Hein. Non pas que les enseignants soient mauvais, mais des fois, c'est quand on n'a pas dans l'oreille le son de ce qu'est un crépitant et de tous les autres sons qui peuvent ressembler à des crépitants qui n'en sont pas, en temps inspire, en temps expire, etc. Est-ce que tu peux nous faire un point sur les crépitants? Alors, ça fait partie des éléments de sémiologie d'auscultation. Le crépitant, c'est un bruit fin, inspiratoire. Le crépitant est tout le temps inspiratoire. Si c'est sur l'expiration, ce n'est pas un crépitant, c'est autre chose. Et la localisation du crépitant détermine le lieu où se trouve l'inflammation, en l'occurrence pour la bronchiolite. Laennec décrivait le crépitant d'une manière assez poétique. Il disait c'est le bruit que feraient les pas d'un homme marchant dans de la neige gelée. Je pense que ça cause à tout le monde. Et ce crépitant de fin d'inspiration signifie que véritablement l'inflammation siège à la partie distale de l'arbre respiratoire et donc au niveau de la bronchiole respiratoire. Tu es en train de nous dire que plus les bruits sont fins, plus le problème est distal. Très clairement, je crois que tu as mis le doigt sur un élément important. La bronchiolite, quoi qu'on y fasse, c'est une affection inflammatoire et l'inflammation, ça dure pour le moins 3 semaines. Qu'on fasse de la kiné ou pas de kiné, ce n'est pas ce qui va faire cicatriser l'épithélium bronchique plus vite. Ça, c'est évident. Et ça ne va pas empêcher le nourrisson d'attraper une bronchiolite par la suite? Non, bien sûr que non. Bien sûr, évidemment. Il faut retirer un peu cette idée que parfois nos patients qui sont les mamans des nourrissons ont dans la tête. Le kinésithérapeute ne guérira pas la maladie, non. Par contre, il va
on soignait les signes. Oui, oui, complètement, on va améliorer. En fait, je crois que le premier élément, et ça avait été déjà dit dans la conférence de consensus de 2000, le premier élément, c'est la surveillance du nourrisson et l'éducation des parents. Et ça n'a pas changé. Même dans les nouvelles C'était dans les recos recommandations à la fin d'ailleurs, de si je me 2000, souviens ouais, bien. ouais, complètement. Et ça n'a pas changé, on en reparlera tout à l'heure, on a toujours cet élément important. Et effectivement, la surveillance du nourrisson est l'élément fondamental. Le médecin, qui soit spécialisé en médecine générale ou spécialisé en pédiatrie, n'a pas le temps de revoir le nourrisson tous les jours ou tous les 2 jours pour s'enquérir de son évolution. Surtout en période épidémique, avec une pression énorme au niveau des demandes de consultation. Donc le kinésithérapeute est là, il est à distance, les yeux et les oreilles du médecin prescripteur, afin d'assurer le suivi du nourrisson, de pouvoir très rapidement détecter une dégradation de son état, une dégradation qui peut être sur l'aspect respiratoire, mais qui peut être aussi sur l'aspect digestif. N'oublions pas que ces nourrissons qui respirent mal, eh ben, ils s'alimentent mal aussi. Et moi, dans mon expérience, j'ai hospitalisé plus souvent des nourrissons pour perte de poids importante que pour une vraie détresse respiratoire. Oui, c'est ça, ça nous est arrivé à tous qui pratiqueront ce genre de soins. Je crois qu'on avait un vieil ami qui disait entre respirer et manger, le choix est vite fait. Le choix est vite fait. Didier, sur l'âge, on était parti, alors on va reprendre, parce que c'est quelque chose qui date, ça dans notre profession, ça date des années 90, il y a déjà eu des conflits entre guillemets, entre médecins, kinésithérapeutes, hospitaliers, libéraux, enfin bon, il y a eu une espèce de petite guéguerre sur ce qu'il fallait faire en cas de bronchiolite. Ça avait donné naissance à la fin à une espèce de, pas une espèce, mais vraiment un consensus, il y a eu une conférence de consensus. Rappelle-nous la date. En 2000, il y a eu Parc de la Villette, la conférence de consensus sur la bronchiolite où, à l'époque, l'ANAS avait conclu que, malgré un manque de preuves scientifiques, il semblait établi sur la clinique que la kinésithérapie respiratoire de désencombrement chez le nourrisson présentait un intérêt sur l'aspect de l'évolution, du confort du nourrisson. Alors, confort du nourrisson, c'est ça qui est très important. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la kinésithérapie n'est pas là pour traiter la bronchiolite, mais en traiter les signes de façon à ce que le nourrisson ait un meilleur vécu de son problème inflammatoire? Très clairement, je crois que tu as mis le doigt sur un élément important. La bronchiolite, quoi qu'on y fasse, c'est une affection inflammatoire, et l'inflammation, ça dure pour le moins 3 semaines. Qu'on fasse de la kiné ou pas de kiné, c'est pas ce qui va faire cicatriser l'épithélium bronchique plus vite. Ça, c'est évident. Et ça ne va pas empêcher le nourrisson d'attraper une bronchiolite par la suite? Non, bien sûr que non. Bien sûr que évidemment. Non. Il faut retirer un peu cette idée que parfois nos patients, qui sont les mamans des nourrissons, ont dans la tête. Le kinésithérapeute ne guérira pas la maladie, non. Par contre, il va en soigner les signes. Oui, oui, complètement, on va améliorer. En fait, je crois que le premier élément, et ça avait été déjà dit dans la conférence de consensus de 2000, le premier élément, c'est la surveillance du nourrisson et l'éducation des parents. Et ça n'a pas changé. Même dans les nouvelles C'était dans les recos recommandations à la fin d'ailleurs. de 2000, si je me souviens ouais, bien. complètement. Et ça n'a pas changé, on en reparlera tout à l'heure, on a toujours cet élément important. Et effectivement, la surveillance du nourrisson est l'élément fondamental. Le médecin, qui soit spécialisé en médecine générale ou spécialisé en pédiatrie, n'a pas le temps de revoir le nourrisson tous les jours ou tous les 2 jours pour s'enquérir de son évolution. Surtout en période épidémique, avec une pression énorme au niveau des demandes de consultation. Donc le kinésithérapeute est là, il est à distance, les yeux et les oreilles du médecin prescripteur, afin d'assurer le suivi du nourrisson, de pouvoir très rapidement détecter une dégradation de son état, une dégradation qui peut être sur l'aspect respiratoire, mais qui peut être aussi sur l'aspect digestif. N'oublions pas que ces nourrissons qui respirent mal, eh ben, ils s'alimentent mal aussi. Et moi, dans mon expérience, j'ai hospitalisé plus souvent des nourrissons pour perte de poids importante que pour une vraie détresse respiratoire. Donc pour rappel, cette conférence de consensus qui avait eu lieu, si je me rappelle bien, salle Louis Hermant à la Villette en 2000, était sponsorisée entre guillemets par l'ANAS, qui était à l'époque
ce qui est devenu la HAS, hein. Tout à fait. Donc la Haute Autorité de Santé, qui à l'époque était donc l'ANAS, il y avait l'Union des médecins libéraux d'Île-de-France, hein. Oui, bien sûr. Et donc tout le monde était un peu concerné par ce problème. Et alors la conférence de consensus, pour bien le rappeler, c'est une conférence dont sort un consensus. Bien sûr. Et naturellement, ce consensus est approuvé par tout le monde, ou du moins par la grande majorité des participants à cette conférence. Bien sûr, et cette conférence de consensus avait reçu l'accréditation de l'ANAS, qui était à l'époque la plus haute instance sur le plan scientifique au niveau de la santé. Effectivement, une conférence de consensus, ça se passe un petit peu comme un procès. Il y a les charges, les décharges, on s'appuie sur la bibliographie, on s'appuie sur l'avis clinique des praticiens qui sont là, où chacun qui est là peut donner son avis, etc. Et au bout du compte, on essaye d'avoir un profil général voilà, du problème. de trouver un moyen terme satisfaisant, à la fois sur le plan scientifique, mais à la fois aussi sur le plan de la pratique clinique. Parce qu'il ne suffit pas de donner un avis scientifique, il faut aussi qu'il soit applicable sur le plan de la pratique clinique au quotidien de nos amis médecins généralistes ou pédiatres. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2021, la conférence elle a donc 21 ans. Quelle est sa durée de vie? Parce que des choses ont évolué, par contre les bébés sont toujours malades. Oui, absolument. Une conférence de consensus, ça dépend dans quelle spécialité. Il y a des spécialités très pointues avec une évolution très rapide. Je pense par exemple à la chirurgie où des progrès ont été faits très rapidement. Il y a d'autres secteurs, d'autres spécialités où l'évolution sera un petit peu plus lente. Malgré tout, 21 ans, c'est très très long. Et on peut considérer que depuis, il y a eu des publications, il y a eu des études de fait, il y a eu de l'eau qui a coulé sur les ponts. Et effectivement, il était temps d'avoir un nouvel avis. Donc on peut considérer qu'à la suite de cette conférence de consensus, il y aurait pu avoir des études, peut-être ont-elles existé, on va en discuter, mais comment va se présenter une étude sur ce problème? Comment va-t-on faire pour démontrer que l'action des kinésithérapeutes est ou n'est pas validée et efficace du point de vue scientifique, médical, clinique, etc. On a plusieurs niveaux de réponse. Effectivement, après la conférence de consensus, l'ANAS avait dit des études sont nécessaires pour valider l'intérêt de la kinésithérapie respiratoire. Sauf que nous autres kinésithérapeutes ne sommes pas formés à la démarche scientifique de recherche, à la méthodologie de recherche. C'est très compliqué et beaucoup d'études ont été faites, un petit peu avec les moyens du bord, avec ce que les gens connaissaient, et en prenant de mauvais indicateurs, par exemple, de mauvais marqueurs, comme certains qui ont fait des études sur la variation de la saturation en oxygène pendant la séance, après la séance. Voilà. Alors, je t'arrête parce que j'ai même un très très vieux souvenir où une étude était sortie dans un journal professionnel assez connu qui comptait le nombre de mouchoirs. Ah oui, oui. Tu te rappelles de ça? Bien sûr. Ah, c'était extraordinaire quand même. Ouais, le nombre d'expectorations, ce qui veut absolument rien dire. Ça veut rien dire puisque chaque expectoration doit avoir un volume, une couleur, une consistance. Et donc on était un peu perdus quand même à l'époque. On était perdus et puis comme je dis, on n'avait pas les outils. Il y avait très peu ou pas du tout à l'époque de kinésithérapeutes formés à la recherche scientifique. Et puis dans les années 90, on n'avait pas non plus les moyens informatiques qui nous permettaient de faire ça. Bien sûr. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on se rend compte que évaluer la kinésithérapie respiratoire chez le nourrisson, c'est complexe parce que c'est justement une intervention complexe. Autant c'est facile de faire une étude d'un médicament versus placebo, parce qu'on n'a pas de tiers facteurs qui vont venir modifier le cours de l'étude. Autant l'acte de kinésithérapie respiratoire va être éminemment dépendant de l'acteur, c'est-à-dire du praticien. Tu es en train de nous dire que c'est complètement opérateur dépendant? Ben, complètement. C'est pour ça qu'une grande étude multicentrique nationale pour essayer de démontrer l'intérêt de la kinésithérapie respiratoire sur le désencombrement, et en fin de compte, est-ce que c'est le désencombrement qui nous intéresse? J'en suis même pas sûr. C'est compliqué et ça ne donnera pas de bons résultats sur le plan scientifique. Par contre, une étude médico-économique serait plutôt la bienvenue et peut-être plus facile à mettre en œuvre. Alors, sous-entendu par là que chaque kinésithérapeute qui agit sur une bronchiolite, qui est acteur dans le cadre d'une bronchiolite, doit avoir une boîte à outils
nécessaire et suffisante pour s'adapter au cas par cas et obtenir un résultat clinique cohérent avec l'état du nourrisson. Complètement. C'est tout à fait ça. Il faut chaque fois adapter au bilan diagnostique réalisé sur chaque séance. Et puis, il ne faut pas oublier que nous n'avons pas une action nosologique. Nous avons une action sur la sémiologie. Et ton prescripteur, ton correspondant, pédiatre ou médecin, il ne t'envoie pas un bébé parce que c'est une bronchiolite. Il t'envoie un bébé parce qu'il est encombré, parce qu'il dort mal, parce qu'il mange mal, parce qu'il vomit, parce qu'il inquiète ses parents, etc. Il ne t'envoie pas un bébé parce qu'il l'a étiqueté bronchiolite, on le sait très bien. Donc, nous déjà, on a commis une erreur depuis toutes ces années en parlant de la kinésithérapie de la bronchiolite. Ça n'existe pas, la kinésithérapie de la bronchiolite. On ne peut pas parler de kinésithérapie de la bronchiolite. On a une kinésithérapie d'un tableau avec plus ou moins d'encombrement, avec plus ou moins d'obstruction bronchique, avec plus ou moins d'inflammation, avec plus ou moins de spasmes. Et il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter, adapter nos techniques, comme tu le disais tout à l'heure, en piochant dans notre caisse à outils les bons outils correspondant à l'instant T au bilan diagnostique que l'on aura réalisé. Et en plus, il va falloir aussi, par expérience, on le sait, gérer les parents. Bien sûr. Gérer l'état de stress des parents, les guider sur les gestes qu'ils peuvent faire, essayer de jauger le niveau de compréhension et d'adaptation des parents pour faire les bons gestes à la maison et continuer la surveillance et avoir un niveau d'alerte des parents qui puisse faire revenir le bébé en consultation à la bonne heure en fin de compte. Et ça, c'est vraiment pas facile, il faut vraiment... Non, c'est pas facile et c'est aussi là-dessus que le prescripteur compte sur nous. Parce que lorsque l'on cherche un petit peu dans la bibliographie, il y a eu quand même quelques thèses de médecine, de pharmacie, il y a eu des mémoires en kinésithérapie qui essayaient de comprendre les déterminants de la prescription de kiné respiratoire. Et on s'aperçoit que, quelle que soit la spécialité du médecin, le premier élément, c'est la surveillance, comme on le disait tout à l'heure. Et le deuxième élément, c'est quand même l'éducation parentale. En période épidémique, le médecin, quel qu'il soit, n'a pas le temps de faire d'éducation thérapeutique. Donc, c'est toi, dans ton cabinet, qui va recevoir les parents, qui va effectivement apprendre aux parents à laver le nez de leur nourrisson, apprendre aux parents les signes à reconnaître, le battement des ailes du nez, la coloration des téguments, le balancement thoracique, le tirage, le balancement thoraco-abdominal. Tous ces éléments-là qui vont permettre aux parents de s'inquiéter. D'avoir un seuil d'alerte en quelque sorte. Complètement, de savoir reconnaître à quel moment il faut qu'ils s'inquiètent. Au niveau professionnel, tu nous as parlé d'éducation thérapeutique. Est-ce que c'est une éducation thérapeutique ou une éducation à la thérapeutique? Alors, je parle pour nos amis, pour nos consoeurs et nos confrères. Oui, tu as tout à fait d'accord. L'éducation thérapeutique répond à une grille très très stricte. Il faut qu'elle soit menée par 2 professionnels de santé au moins, dont un médecin. Il faut que le design de l'éducation thérapeutique ait été déposé à l'Agence régionale de santé et été validé par l'ARS. Donc là, oui, effectivement, ce n'est pas de l'éducation thérapeutique, c'est de l'éducation à la thérapeutique, l'éducation à la santé. C'est ce qu'on fait tous les jours dans nos cabinets. C'est ce qu'on fait toujours dans le cabinet en discutant avec les parents, en jaugeant leur niveau de réactivité, leur niveau social, leur niveau d'éducation, leur niveau de compétence. Voilà. Et moi, il m'est arrivé parfois d'avoir des enfants dont les parents étaient médecins et qui ne savaient pas quoi faire. Bien sûr. Et j'allais dire que ce sont les patients les plus compliqués à prendre en charge parce que quand tu es professionnel de santé, soit effectivement tu minimises les signes cliniques de ton nourrisson, soit au contraire tu pars en panique et voilà. Donc, c'est vrai qu'on a souvent les deux. N'oublions pas qu'avant d'être professionnel de santé, ce sont d'abord des parents. Et il faut les considérer comme des parents plutôt que comme des médecins ou des infirmières ou des kinés, quoi. On a connu quand même ces dernières années, je parle des dernières années de 2017, 2018, 2019, on a connu un engouement quand même pour la kinésithérapie respiratoire, pour ces nourrissons encombrés, assez fort, puisque les cabinets étaient quand même parfois envahis en hiver par les parents qui étaient très demandeurs de nos techniques. Alors avant la période de Covid, bien sûr. Et puis alors là, juste avant la période de Covid, on a eu la Haute Autorité de Santé, donc la fille de l'ANAS, qui s'est intéressée à nos pratiques. Et alors là, ça a coincé un petit peu quand même. Parce que qu'est-ce que nous a demandé la HAS en fin de compte? Elle a demandé qu'une étude sérieuse soit faite, ou du moins elle est venue chercher les études qui étaient faites sur la bronchiolite, et elle a elle-même fait une collecte des études en cours et elle a elle-même fait son étude sur le problème
Et là, ça a coincé un petit peu quand même. Oui, alors tout à fait, Alain, tu as raison. Le 14 novembre 2019, il y a eu un avis de la HAS qui ne recommandait plus la kiné respiratoire de désencombrement pour le nourrisson atteint de bronchiolite, pour un premier épisode de bronchiolite, et on parlait du nourrisson de moins de 12 mois. Donc on voit que le propos de la HAS est quand même très circonscrit. Alors c'est très circonscrit, moins de 1 an, premier épisode. Voilà. Et en fait, des fois, les premiers épisodes, ils se passent des fois inaperçus quand même. Hein. Complètement. Et parfois, le premier épisode ne pouvait être qu'une rhinopharyngite, Oui. et le deuxième épisode qui est compris comme le premier épisode, est déjà un deuxième épisode, déjà une récurrence. Et la HAS a dit, en l'absence de récurrence, en l'absence de contexte familial et en l'absence de comorbidité. Donc c'est un tout petit noyau de nourrissons. Et ça, c'est déjà un petit peu compliqué Bien sûr. à communiquer Bien sûr. et appliquer, parce Bien que sûr. le médecin n'est pas forcément au courant des antécédents du nourrisson. Les parents eux-mêmes n'ont peut-être pas vu ce premier épisode. Hein. Bien sûr. Et donc, ça a semé une zizanie complète dans la profession. Alors, ça a semé la zizanie dans la profession, ça a semé aussi le doute auprès de nos correspondants prescripteurs qui ne savaient plus. Moi, j'ai recueilli des témoignages de médecins qui disaient « mais on ne comprend pas, ça fait 20 ans qu'on prescrit de la kinérespi, on est plutôt satisfait des retours, et là, paf, du jour au lendemain, faut tout changer, etc. » Donc il y a effectivement un problème de communication autour de cet avis de la HAS. Il y a aussi un problème de retransmission de l'avis et un problème de compréhension de l'avis. Moi j'ai des prescripteurs qui ont dit « Ah ben non, il ne faut plus du tout prescrire de kiné-respi chez le nourrisson. » Mais non, ce n'est pas ce qu'a dit la HAS. Et puis, le vrai fond du problème, c'est que depuis 2000, alors que l'ANAS nous avait demandé de produire du travail scientifique, nous n'avons rien produit. Et aujourd'hui, la HAS a bâti son argumentaire sur les études qu'elle avait. Et l'essentiel des études sont des études hospitalières. Or, on sait très bien que l'hospitalisation dans la bronchiolite, c'est de 1 à 2% des nourrissons. C'est quand même 450 à 500 000 nourrissons atteints par an. Et ces nourrissons sont suivis en ambulatoire. Et c'est seulement 1 à 2% des nourrissons qui sont hospitalisés. On le sait très bien, quand un nourrisson est hospitalisé, c'est qu'il ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on lui fait? Eh bien, on lui met une sonde nasogastrique pour l'alimenter, on lui met de l'oxygène sur le nez, on le monitorise, et puis on ne va pas le secouer, on ne va pas lui faire de kiné respiratoire. Il est à l'hôpital pour être surveillé dans des services spécialisés pour ça. Donc, on n'a effectivement aucun intérêt à faire de kiné respiratoire chez le nourrisson hospitalisé, et toutes les études traitant du nourrisson hospitalisé ont la même conclusion. Tu es en train de nous dire que la kinésithérapie respiratoire pratiquée par des kinésithérapeutes libéraux formés en cabinet aurait un rôle médico-économique? Alors, c'est la question qu'on peut se poser, et c'est la question qu'a posée la HAS après son avis, qui était un avis d'expert. Hein. Il faut aussi... Oui, alors je crois que on en parlera tout à l'heure, mais je crois que le quorum d'experts a été contesté, enfin on verra. Voilà. C'était dans les conclusions de la HAS où elle a dit qu'aujourd'hui, elle ne pouvait pas donner un avis favorable à la prescription de kiné respiratoire, faute d'études, elle est tout à fait dans son rôle, et elle a enjoint la profession à développer une étude médico-économique. Et je crois que c'est la seule chose qui intéresse les gens, savoir si le fait de suivre des nourrissons en pratique de ville permet d'éviter l'hospitalisation, qui est coûteuse pour la collectivité, mais qui est coûteuse aussi en termes de pressium doloris pour les parents. Bien sûr. Et dès l'instant où la HAS ne recommande plus la kinésithérapie respiratoire et la façon dont c'est transmis, expliqué et appliqué, ne va pas nous empêcher de faire cette étude? Alors c'est un petit peu la question. On se mord un peu la queue là. Oui, complètement. Rond, hein. C'est un petit peu la question. Il faudrait effectivement un avis nous permettant de bâtir une grande étude nationale, multicentrique. Sinon, on n'arrivera jamais à démontrer quoi que ce soit. Alors de qui est-ce le rôle, ça? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut que la HAS donne un avis dans le cadre d'une étude
d'autoriser la prescription de kiné respiratoire, mais de façon assez encadrée. Donc ça risque d'être territorial, serré. Enfin... Oui, c'est un petit peu comme ce qu'on rencontre avec l'accès direct en kinésithérapie, c'est-à-dire on va faire ça sur 6 départements. des choses sur des départements ciblés, avec des praticiens ciblés, un nombre de nourrissons à inclure, et puis une étude prospective, bien entendu, pour savoir si... Et on va rester quand même dans le cadre du fait que c'est toujours opérateur dépendant. Bien sûr. Parce que toi comme moi, qui avons à peu près les mêmes formations, on ne va pas opérer tout à fait de la même façon. Bien sûr. On ne va pas avoir les mêmes nourrissons, Bien sûr. pas au même stade. Donc les résultats risquent d'être un peu différents. Donc il faut que ça soit vraiment globalisé, cette étude. Et il va falloir que ce soit globalisé, il va falloir surtout que le protocole soit très bien écrit. Donc avant de se lancer dans une étude, il va falloir réunir des experts, non seulement des experts de la bronchiolite, mais aussi des experts de méthodologie. Heureusement, depuis 20 ans, la kinésithérapie a formé des kinés qui sont experts en méthodologie, en recherche clinique. Et aujourd'hui, nous avons dans nos rangs des gens qui sont compétents pour écrire des protocoles, enfin, et que la profession s'empare de cette question sans avoir recours à d'autres professionnels pour le faire. On revient un petit peu sur cette étude de la HAS. J'avais à l'époque interviewé madame la présidente de la HAS et elle m'avait quand même, entre guillemets, avoué que un des 3 pieds de l'étude qui reposait sur l'avis des utilisateurs, donc des parents des nourrissons, n'avait pas pu être, entre guillemets, exploité parce que la HAS n'avait pas trouvé de parents de nourrissons malades. Entre autres, hein. Il semblerait d'autre part que le quorum d'experts ait été critiqué et qu'enfin le groupe de lecture ait eu des lectures un petit peu, non pas choisies ni centrées, mais un petit peu restreintes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la méthodologie de la HAS repose généralement sur un trépied, comme tu l'as dit, un groupe d'experts. Là, nous avions des experts pédiatres, kinésithérapeutes, médecins généralistes. Alors combien de kinésithérapeutes, rappelle-moi? 3 ou 4 sur 17, ouais. Oui, c'est ça. Donc, bon. donc voilà, ouais. En minorité. Il y a un groupe de lecture. Peut-être même pas en minorité, mais peut-être pas très représentatif au sein du groupe d'experts. Hein. Puisque c'est un peu de ça dont on parle quand même. Oui, complètement. Un groupe bibliographique, et effectivement, la HAS a dans son sein des experts de bibliographie qui nous avaient mâché le travail. Je dis qui nous parce que je faisais partie du groupe bibliographique. Et donc, on nous a donné à lire un certain volume d'articles qui avaient été déjà prédéterminés par la HAS. Et puis, bien entendu, il y a toujours un groupe utilisateur. Mais la méthodologie de la HAS reste propre à la HAS. Et on nous a dit quand même qu'ils avaient le droit de choisir un petit peu la méthodologie qu'ils souhaitaient. En tout cas, je pense qu'il aurait été assez facile d'avoir un groupe de parents témoins pour... Rappelle-moi le nombre de nourrissons de kinésithérapie effectués en France par jour en période hivernale. Je ne pourrais pas te le rappeler, mais voilà. la dernière étude... on avait quand même des chiffres de la CEPAM, hein. Ouais. Enfin, de CEPAM, de la CNAM. La dernière étude que l'on avait fait sur la France, sur plusieurs régions françaises, montrait qu'en moyenne, à l'époque donc de la conférence de consensus, 80% des nourrissons avaient une prescription de kiné respiratoire. Sur 450 à 500 000 nourrissons, ça commence à faire beaucoup. Ouais, c'est pas facile de trouver les parents. Non. Bon, Didier, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Parce que on a traité beaucoup de nourrissons. On a des nourrissons tous les ans en France qui naissent. Ils sont en collectivité, ils contractent le virus, ils toussent, ils sont pas bien. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces nourrissons en fin de compte? Alors c'est effectivement la grande question. L'hiver dernier, suite au recours de la HAS en 2019, l'hiver 2019-2020 n'a pas posé de problème de prise en charge des nourrissons parce qu'il y a eu cette pandémie et parce que les nourrissons étaient à la maison. Essentiellement, les parents étaient très attentifs sur l'hygiène, sur le lavage des mains, sur le port du masque. Ça me rappelle la grève de 1995. Ouais. On avait un peu la même situation. Exactement. Et il n'y a pas eu de pathologie respiratoire. Et quand on discute avec nos correspondants prescripteurs, ils nous disent on n'a pas vu de gastro, on n'a pas vu de bronchiolite l'hiver dernier. Et là, cette année, on a un épisode très précoce
est très intense, avec une submersion des services d'urgence pédiatrique, à tel point que même des chefs de service sont passés sur les télés nationales ou régionales en redisant aux parents, en première intention, consultez votre médecin traitant, votre médecin généraliste ou votre pédiatre, parce qu'aux urgences, ils n'y arrivaient plus. La semaine 43, par exemple, à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Lyon, on a eu 300 consultations dans la journée, dont 80% d'infections respiratoires basses. Donc on imagine la surcharge de travail, et on imagine aussi peut-être la difficulté d'orienter ces bébés, d'avoir un diagnostic correct et de proposer un traitement correct ou une prise en charge correcte. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation un petit peu paradoxale où on ne peut plus accueillir les nourrissons à l'hôpital, ou très difficilement, et où eh bien, on ne veut pas les confier en kinésithérapie, au moins pour un suivi. Et ces bébés sont dans la nature et ils s'aggravent pour certains. On va pas dramatiser. Tous ne s'aggravent pas, bien entendu, mais certains s'aggravent du fait de la maladie, du fait du contexte socio-familial. Tu en as parlé tout à l'heure. Tout un tas d'éléments, des antécédents familiaux, etc. Certains s'aggravent et vont finir aux urgences, voire en réanimation. Donc c'est un vrai problème, il y a un coût derrière. Et quelque chose d'assez paradoxal, c'est qu'on voit aujourd'hui des nourrissons sortir de l'hôpital avec des prescriptions de kinésithérapie respiratoire, alors qu'à l'hôpital, on ne leur fait pas pendant leur séjour de kiné respiratoire. Mais on fait sortir des nourrissons parce qu'il y a la crise du logement, on ne sait plus où les mettre, donc ceux qui vont pas trop mal, on les fait sortir, et on prescrit de la kiné respiratoire, à l'encontre des recommandations de la Haute Autorité de Santé, pour au moins que ces nourrissons bénéficient en médecine ambulatoire d'un suivi. Donc, ce que tu me dis, Didier, me rappelle furieusement quand même une situation qu'on a vécue dans les années 90 avec un problème administratif de cotation, de quotas dans l'année où on n'avait plus le droit de soigner les nourrissons en fin d'année parce qu'on avait fait un quota. Bon, ça pour les plus jeunes, c'est de la science-fiction. Rappelons quand même qu'on avait le droit à un certain nombre de lettres clés à l'année, non pas d'actes, de lettres clés, hein, et qu'arrivé en fin d'année, on était tous à court de munitions et qu'on n'avait plus le droit de soigner les nourrissons parce qu'on arrivait en fin d'année. Et là, le débordement des services hospitaliers a fait qu'il y a eu un petit coup d'électrochoc au niveau du ministère de la Santé et on a réussi à annuler ce système. Ça me rappelle quand même ça furieusement, avec un côté un petit peu plus dramatique, parce que là, c'est même plus un caractère administratif, c'est un caractère quasi scientifique, Bien en sûr. quelque sorte, qui Bien va sûr. nous empêcher de soigner ces nourrissons. Alors, ça, c'est la première question. Ça te rappelle bien ça aussi? Ah, complètement. Ça me rappelle cet épisode où, à 20 ans, au début, 30 ans de différence, voilà, on où voit les juste mêmes au choses, début de l'épidémie de bronchiolite, Ouais. tout le monde était au taquet de ces lettres clés, on ne pouvait plus accueillir ces nourrissons. Et il y avait eu un mouvement important de mamans, d'usagers. Oui. Alors les mecs, Oui, les mamans en colère, mamans les mamans en colère solidaire, les mecs. Ouais, les mecs. Je rappelle que le ministère, quand il a vu que le ministère de la Santé, quand il a vu que les mecs étaient des mamans, c'était extraordinaire. Mais en tout cas, effectivement, ça avait posé un vrai problème de santé publique parce que l'hôpital ne pouvait plus accueillir ces nourrissons. Déjà dans la région lyonnaise, les nourrissons n'étaient plus hospitalisés à Lyon, mais à Valence, à Grenoble, etc., c'est-à-dire à Saint-Étienne, à 100 km autour de Lyon. Et puis de plus en plus loin, à Montélimar, etc., parce que tous les services étaient saturés. Il y a eu effectivement une prise de conscience de l'importance du suivi ambulatoire de ces nourrissons. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'il y ait cette même prise de conscience, sans remettre forcément en question aujourd'hui l'aspect scientifique des recommandations, en disant effectivement, on n'a pas d'études en ambulatoire qui permettent de valider nos techniques. Par contre, sur la surveillance du nourrisson, on est toujours en première ligne. On est toujours en première ligne avec les médecins généralistes, avec les pédiatres. C'est nous qui sommes confrontés à cette vague et c'est nous qui pouvons apporter des solutions à l'engorgement des urgences, simplement en assurant le suivi de ces nourrissons.
j'ai en souvenir, avec tout ce qu'on relate, sur quand même un rôle important du kinésithérapeute, un rôle important, efficace. En plus, moi j'ai des souvenirs de mamans qui étaient quasiment en pleurs quand on leur rendait leur nourrisson mieux. Elle nous disait, il va tellement mieux, il peut enfin dormir, il peut enfin manger. Je me rappelle de toutes ces mères par centaines, par milliers. Toi comme moi, dans notre exercice qui est de plusieurs dizaines d'années, on en a vu quand même quelques-unes. Est-ce que il n'est pas un petit peu, j'allais presque dire méchant, vulgaire, de ne pas prendre en compte la vie de toutes ces mères dont on a soigné les nourrissons? Et en plus, j'ai comme souvenir, toi comme moi, on a fait de l'humanitaire, on a soigné des bébés dans d'autres circonstances, dans des pays qui étaient largement défavorisés, et on avait ces remerciements aussi bien des médecins que des parents, à qui on apprenait, qu'on éduquait à ces techniques manuelles qui ne coûtaient rien, qui étaient efficaces. Est-ce que la scientifico-bureaucratie qui parfois nous écrase n'est pas en train de mal faire? Alors en fait, c'est une remarque qui nécessite plusieurs réponses. Effectivement, je me souviens comme toi de ces mamans qui arrivent le premier jour au cabinet avec des cernes jusqu'ici, qui n'en peuvent plus parce que ça fait plusieurs jours que leur enfant ne dort pas, Et elles vomit, et elles non plus forcément. Et puis après la première séance, le lendemain, elles reviennent avec un sourire jusque-là en disant « Il a dormi, il a mangé, on a dormi et il n'a pas vomi. » Et les mamans peuvent retourner travailler parce qu'elles peuvent enfin complètement laisser leur nourrisson. Et ce que nous relatent nos correspondants prescripteurs, c'est de dire aussi, oui, effectivement, il n'y a pas d'études, mais en fait, ce n'est pas de l'épidémiologie qu'on fait au quotidien dans notre pratique. Nous, on a les mains dans le cambouis, j'allais dire. Et nous aussi, on les voit revenir, ces mamans. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, peut-être que c'est uniquement cette surveillance, mais quand on voit une maman qui nous relate, et quand c'est une maman, et quand c'est 10 mamans, et quand c'est 100 mamans, sur leur expérience, nos plus vieux correspondants ont aussi 30 ans d'expérience, donc il s'est créé un vrai relationnel. Et quand ils nous disent, bah oui, mais nous on le voit, les mamans elles reviennent, elles nous disent, bah ouais, c'était bien. Les gamins après, ils arrivaient à manger, ils arrivaient à dormir. Donc c'est un outil qui ne coûte pas cher, c'est un outil, comme tu le rappelais, qui est facile à mettre en œuvre dans les pays en voie de développement parce que ça ne coûte rien, c'est juste un apprentissage manuel, mis à part demain, ça ne nécessite rien d'autre. Et aussi bien ça ne coûte pas cher dans les pays en voie de développement et ça rend de grands services, et comme tu le rappelais, aussi bien chez nous, il faudrait qu'on s'inspire de ça en disant, bah, après tout, ça ne coûte pas grand-chose, c'est pas invasif, parce qu'on n'a pas d'effets secondaires, ou très peu d'effets secondaires de la kinésithérapie respiratoire, malgré ce qu'on a voulu faire croire avec des histoires de fractures de côte qui reposent. Il y a eu l'épisode des fractures de côte. Une étude a été faite d'ailleurs, dans l'étude Fraconou, qui a été faite, qui démontrait que c'était inexistant. Qui n'a pas retrouvé une seule suspicion de fracture de côte sur 3401 séances de kinésithérapie respiratoire. Je pense que 3401 séances, on commence à pouvoir faire des statistiques dessus. Et ça commence à avoir un poids. Donc effectivement, la fracture de côte est quelque chose de véritablement accidentel. Et même quand on regarde les retours de nos assurances professionnelles, on n'a pas de plainte pour ce genre de problème. Donc oui, c'est un indicateur sérieux, bien entendu. Donc oui, peut-être qu'on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, et de se priver d'un outil simple à mettre en œuvre, et pourvoyeur aussi d'éducation auprès des parents, parce que moi j'ai des parents d'enfants qui se sont chronicisés. Tu sais bien qu'une bronchiolite peut très bien évoluer vers un asthme du nourrisson. Voilà, justement, est-ce qu'une bronchiolite moins bien, pas du tout soignée, peut évoluer vers un problème plus important? Alors plusieurs aspects, le coût, et puis naturellement la santé de l'enfant. Alors on sait, les différentes études épidémiologiques le montrent, on sait que 50% des bronchiolites donc virales vont se surinfecter. Bon,
déjà 50%. Alors, pour rappel, hein, la bronchiolite est d'origine virale, Complètement. mais les sécrétions qui sont émises pendant l'inflammation vont pouvoir s'infecter. Elles vont pouvoir À ce moment-là, ils s'infecter vont avoir avec une une bactérie. infection virale, une infection bactérienne. Absolument. Et c'est pour ça que le fait de désencombrer le nourrisson peut-être, alors je mets ça au conditionnel, hein, mais dans notre idée c'est toujours ça, le fait de désencombrer évite la stase de mucus, et c'est la stase de mucus qui est la porte ouverte de l'infection, voilà, complètement. Donc c'est un des éléments sur lesquels on pense jouer. À ce moment-là, rappelons aussi l'intérêt de la kinésithérapie respiratoire. Pour faire simple, hein, un nourrisson encombré a très peu de moyens lui-même pour se désencombrer. Et c'est donc la kinésithérapie, donc la thérapie par le mouvement, qui va permettre au nourrisson d'avoir une aide au désencombrement, qui va lui permettre de mieux respirer en éliminant le mucus et en faisant que ce mucus ne va pas s'infecter. Complètement. Et au-delà du désencombrement, il y a un autre élément qui est très important, c'est la ventilation distale du poumon du nourrisson. Et nos amis qui traitent la mucoviscidose, les pédiatres spécialisés dans la mucoviscidose au Une grande CRCM, expérience là-dedans. qui ont une grande expérience, savent très bien que la prise en charge du nourrisson doit être très précoce. Lorsque le nourrisson est asymptomatique, dès l'instant où le diagnostic de la muco est fait, on nous envoie des nourrissons. Ce que souhaite le médecin, ce n'est pas tellement une expectoration. Ce qu'il souhaite, c'est que par nos manœuvres, on favorise la ventilation distale du poumon. Et pour ça, il y a un index, c'est le Lung Clearance Index, qui est un marqueur de cette ventilation distale collatérale et qui permet de prouver l'efficacité de la kinésithérapie sur la ventilation. Donc, on sait très bien, nous autres kinésithérapeutes, qu'on ne peut désencombrer que ce qui est ventilé. Si on technique un nourrisson, même si on ne lui permet pas d'expectorer, le fait de le reventiler évite la stagnation des mucosités et donc contribue sans doute à éviter la stase et la surinfection dont on parlait précédemment. Alors bien sûr, l'inhalothérapie, elle n'est pas dans le cadre de ce dont on a parlé, mais on sait que des nourrissons arrivent avec des bronchiolites un peu plus évoluées qu'on appelle plus tard asthme de nourrisson, on pourra éventuellement le définir, mais on a beaucoup de mamans qui viennent avec des prescriptions de médicaments inhalés, et dans ce cas-là, le rôle éducatif du kinésithérapeute est quand même primordial. Oui, complètement. D'ailleurs, dans l'arbre décisionnel de la HAS, on voit que le premier épisode de bronchiolite, c'est quelque chose qui est, comme on disait tout à l'heure, très, très limité. Et dès l'instant où on est devant un premier épisode de bronchiolite, mais avec un risque, avec un collatéral présentant déjà un asthme, un papa qui présente un asthme, une maman qui présente un eczéma, ou un grand frère qui a fait un asthme du nourrisson, un asthme des récurrences, une hyperréactivité bronchique, déjà, il est conseillé de le considérer comme à risque potentiel d'asthme du nourrisson. Et c'est dans ce cadre-là, bien sûr pour les asthmes du nourrisson avérés, que l'on a recours à l'inhalothérapie. Et effectivement, les mamans, très souvent, vont avoir la délivrance de leur chambre d'inhalation et de leur thérapeutique inhalée à la pharmacie. Le pharmacien n'a pas forcément le temps de leur expliquer ou de leur montrer. Surtout en hiver, au mois de décembre, en hiver, après 18 heures. Voilà, c'est très compliqué. Ouais. Donc nous, effectivement, on est le recours pour expliquer aux mamans comment utiliser cette chambre d'inhalation, comment utiliser ces sprays pour que ce soit le plus efficace possible. Dans tous les cas, le kinésithérapeute reste quand même l'interface essentielle, indispensable entre la triangulation médecin-pharmacien et soins hospitaliers pratiquement. On est là, on est indispensable si on réfléchit bien au problème. Alors oui, on est indispensable ou tout au moins on aimerait le rester. On est effectivement l'interface importante en éducation du patient, en éducation des parents. Et ça, il faut vraiment pas l'oublier. Et comme je le disais tout à l'heure, et je le répète, même si c'est un petit peu lourd, je pense que le fait de suivre des nourrissons en médecine de ville, avec le binôme que l'on forme avec nos prescripteurs, peut permettre un suivi correct, en toute sécurité des nourrissons, sans aller engorger les services d'urgence. Donc un bénéfice économique, a priori, si du moins l'administration ne voit pas l'aspect clinique de la chose. Oui, complètement. Je pense que c'est sur le plan médico-économique aujourd'hui qu'il faut se battre en essayant de démontrer que
Les nourrissons qui sont suivis en médecine de ville de premier recours, eh bien, quand ils sont bien suivis, sont moins hospitalisés que les nourrissons qui sont laissés au bon soin de leurs parents. Est-ce que tu es en train de nous dire que parfois l'administration peut dire qu'est-ce que c'est les kinésithérapeutes, ça coûte cher, il y en a beaucoup, a priori ça sert à rien, il n'y a pas d'études, allez, on dégage. La HAS est dans son rôle, hein, en disant il n'y a pas d'études, s'il n'y a pas d'études, on peut pas recommander. Je veux dire, on ne peut pas leur jeter la pierre là-dessus. On peut les critiquer sur d'autres choses, sur leur méthodologie, etc. Mais là-dessus, elle est dans son rôle. Mais on est d'accord, mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire de mettre au point une étude sûrement complexe, sûrement coûteuse, sûrement longue, pour démontrer qu'un gamin qui est encombré respire moins bien qu'un gamin désencombré? Complètement, c'est la difficulté de ce genre d'études. C'est pour ça que il ne faut pas qu'une étude, une grande étude randomisée, soit faite sur des critères cliniques ou autres, parce que c'est très compliqué à mesurer, c'est très compliqué à évaluer. Euh, L'état du nourrisson a plusieurs causes. Il y a non seulement sa bronchiolite, mais en plus il peut très bien avoir pris un rotavirus, avoir une gastro. Enfin, En plus, tu le sais comme moi. Donc, je crois que le seul indicateur qui sera entendu par nos tutelles, c'est l'indicateur médico-économique. Et là, c'est pas compliqué. Soit l'enfant est hospitalisé, soit il n'est pas hospitalisé. Donc, c'est 0 ou 1. Et à ce moment-là, une branche testée qui a de la kinésithérapie respiratoire, une branche témoin qui n'a pas de kinésithérapie respiratoire, sur une étude prospective, on arrivera bien à voir si dans la branche suivie en médecine de ville en première intention, il y a moins d'hospitalisation, et à ce moment-là, ces enfants coûteront moins cher. dis-moi Didier, l'étude dont tu me parles, on va bien avoir une cohorte de nourrissons qui ne seront pas soignés. Complètement. Il va falloir trouver les mamans qui vont accepter d'avoir un nourrisson qui n'est pas soigné quand même, hein. Alors, autant après les recommandations de 2000, alors que l'ANAS recommandait la kiné respiratoire, il était un petit peu délicat d'avoir une branche non traitée parce qu'on estimait que c'était un manque de chance. Autant aujourd'hui, avec les nouvelles recommandations de la HAS, ça ne pose pas de problème sur le plan éthique. La HAS dit qu'on ne recommande pas la kiné-respi, donc on ne fait pas de kiné-respi. Et on reste dans l'éthique. Alors, aujourd'hui, quelle est l'incidence des recommandations de la HAS sur la prescription de la kinésithérapie respiratoire du nourrisson? Alors, on l'a bien vu l'hiver dernier, il y a eu une chute de la prescription massive, mais comme je disais, on ne sait pas quelle est la part de suivi des recos et quelle est la part de la pandémie. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je vois des prescriptions de kinésithérapie respiratoire pour des nourrissons, sans que ce soit précisé bronchiolite. J'ai même des prescripteurs qui, à la main, sur leur prescription, marquent « ce n'est pas une bronchiolite » pour que le bébé puisse bénéficier de soins. Donc C'est hallucinant quand même, hein. C'est assez extraordinaire. Et quand on se pose la question, mais en fin de compte, ces médecins qui continuent à prescrire, est-ce qu'ils sont vraiment en dehors des recommandations? Eh bien, quand on voit ces nourrissons, sur le plan sémiologique, ils présentent une récurrence, ils présentent un encombrement, on peut se retrouver avec un début d'hyperréactivité, donc on n'est pas du tout dans ce qu'a dit la HAS, donc ils ont tout à fait le droit de continuer à prescrire pour une rhinopharyngite, pour un nourrisson pour lequel ils suspectent un début d'asthme, pour un nourrisson avec un gros pif, comme on dit vulgairement chez nous, c'est-à-dire une grosse rhinopharyngite avec peut-être le risque qu'elle évolue, mais ça on n'en sait rien non plus. Donc ils ne sont pas hors recommandation. Et quand on regarde l'organigramme de la HAS dit bien que le nourrisson doit être suivi en médecine de ville en première intention et par les réseaux bronchiolites. C'est indiqué dans l'organigramme. Donc quand le médecin fait une prescription avec pour première intention que le nourrisson soit suivi en termes de vigie thérapeutique tel qu'on l'a évoqué, il n'est pas du tout en contradiction avec les recommandations de la HAS, bien au contraire. Et quand bien même le serait-il, ça ne reste que des recommandations. Alors, ça reste des recommandations qui peuvent être médicalement opposables,
Oui. Mais quoi qu'il en soit, le médecin a quand même son libre arbitre de prescripteur Sur la clinique sur la clinique, observée. sur la clinique observée, et selon l'article 8 du Code de déontologie des médecins, qui précise que, ayant recours aux données actualisées de la science, le médecin fait sa prescription en son âme et conscience, en fonction de la clinique et de ses connaissances. Il exerce son métier et son art en quelque sorte. Il exerce son métier et son art, absolument. Mhm. Et l'art, c'est quelque chose qui est très difficile à mesurer.